Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Claudie Servian, Hybridité culturelle de la danse théâtrale états-unienne à partir de la fin du XIXe siècle, 2021. Laetitia Augeorzelecguinchard, des bibliothèques contre l'incertitude. L'expérience ethnographique des pairs comme équipement, 2021. Laurent Aucher, Daniel Champion, Récits d'anciens métallos 2021. Raymond Sala, Alain Tarius, Joanne Becat, Un millénaire de cosmopolitisme féminin à Perpignan et à ses frontières, 2021. Roland Guillon, La politique et l'art. Entre globalisation et pandémie, 2021. Georges Jourdam, L'emploi non salarié. Mutation et transformation, 2021. Apollinaire Sam SimantotomafUTA à dire. Jeunesse d'ici et d'ailleurs. Récit, mobilisation, éducation et socialisation, 2021. François Palama Bongo Nzinga. Enrichissement de vocabulaire de sociologie. Glossaire de l'audiosociologie, 2021. Dominique Mel, La PMA déconfinée, la révision de la loi de bioéthique en 2020-2021. Exergue. Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les entrailles, et ne cherchons point de raisonnement pour nous empêcher d'avoir du plaisir. Molière. Avant-propos. Est-il vrai que les séries américaines ont la haute main sur l'imaginaire et les émotions du monde, comme l'affirmait récemment un géopolitiste expérimenté? Pour permettre d'esquisser une réponse à cette vaste question, nous choisissons plusieurs pistes. En premier lieu, nous reviendrons sur l'origine et les progrès d'un genre fictionnel que la télévision états-unienne a contribué à populariser avant de se l'approprier presque entièrement, au point d'en fixer les codes et les usages. Nous tenterons également de proposer des éléments permettant de comprendre la popularité et l'influence de cette forme culturelle, avec son cortège de représentations et de prescriptions. Enfin, parce que nous tenons à ne pas perdre de vue les effets d'une diffusion planétaire, nous nous demanderons si une pratique culturelle aussi proliférante ne risque pas d'entraîner la relégation de formes d'expression éprouvées et précieuses, de réduire l'horizon, d'abolir les hiérarchies culturelles. Les séries elles-mêmes présentent aujourd'hui l'apparence d'une variété thématique sans limite. Tandis que les sous-genres traditionnels, le policier, le judiciaire ou le médical par exemple, restent aussi rentables que solidement installés dans le paysage, les sujets abordés se multiplient à l'infini. Du cinéma pornographique dans les années 1970 aux communautés hassidiques, du questionnement sur la psychologie du politique aux problèmes sexuels des septuagénaires, rien ne semble désormais hors de portée pour L'. Appétit des showrunners et des programmateurs-diffuseurs qui leur achètent leurs idées et leur donnent les moyens financiers de les réaliser. En même temps, les productions américaines ne suffisent plus à alimenter les plateformes numériques. Celles-ci sont désormais contraintes de faire appel à un nombre croissant de sources extérieures, européennes et autres. Raison de plus pour revenir sur un cycle récent et particulièrement intense de l'histoire de la télévision aux États-Unis. Ce cycle coïncide avec les 4 décennies qui séparent l'élection de Ronald Reagan, 1980, de celle de Donald Trump, 2016. Dominée par une puissante vague conservatrice, cette période avait commencé par le triomphe de la dérégulation et du néolibéralisme. Elle fut marquée par des guerres culturelles sans merci ni vainqueur, sérieusement remis en question dans un nombre croissant d'États. Le droit à l'avortement reste constitutionnel depuis son entérinement par la Cour suprême en 1973, tandis que le mariage homosexuel est autorisé par un nombre toujours croissant d'États. Avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, ce n'est pas seulement un démagogue populiste qui s'installe au pouvoir,
c'est aussi une émission de télé-réalité à grande échelle. Le spectacle permanent est assuré par le principal intéressé, redoutable manipulateur d'émotions. Tout en menant une guerre verbale contre longue liste d'ennemis réels ou imaginaires, il nomme là où il le peut des hauts responsables aussi rétrogrades que possible, en contradiction avec une opinion publique qui reste majoritairement modérée et pacifique. Aimant à faire croire qu'il est le président du peuple, « J'aime les gens sans instruction », avait-il dit dans un meeting de campagne. Il réduit sensiblement les taux marginaux d'imposition pour les riches et très riches et il se moque de creuser la dette. Curieusement, les présidences Clinton et Obama n'auront été que deux intermèdes centristes, affaiblis qu'elles furent la plupart du temps par un Congrès divisé ou hostile. Sur le fond, les États-Unis s'étaient délibérément placés sur une trajectoire de retrait des affaires du monde. Obama, après avoir hésité, renonce à intervenir en Syrie, tandis que son successeur s'évertue avec constance à affaiblir les institutions multilatérales issues de la Seconde Guerre mondiale. La politique étrangère de Trump est erratique, marquée par des coups d'éclat sans lendemain, même s'il faut lui reconnaître le mérite de n'avoir entraîné les États-Unis dans aucune aventure militaire nouvelle. D'où une sorte de paradoxe. Tandis que l'ex-hyperpuissance états-unienne se retire parfois piteusement des divers théâtres où elle était engagée, que son image, un instant rétablie grâce à la tenue de Barack Obama, est à nouveau mise à mal, son influence culturelle semble atteindre une sorte d'universalisme. C'est pourtant la nature même de ce soft power qu'il convient d'interroger aujourd'hui. Véhiculés pour une très large part par les séries, les modes de vie et de pensée états-uniens se répandent partout. Mais leur pouvoir d'attraction est-il resté le même? BG. Décembre 2020. Situation. En forte expansion aux États-Unis dès la fin des années 1940 et en Europe occidentale un peu plus de 10 ans plus tard, la télévision s'est imposée au centre de nos vies. La majorité d'entre nous ne concevrait pas de s'en passer, et la minorité de ceux qui la refusent pour eux-mêmes ou pour leurs enfants ne font que confirmer sa toute-puissance. On sait que la télévision est capable de faire toutes sortes de choses. Elle nous informe, elle reflète et alimente le débat public, elle éduque, elle propose des fictions, elle nous distrait avec des émissions de variété ou de sport. Dans les premiers temps, certains observateurs relativisaient la nouveauté de la télévision, car celle-ci, au fond, ne faisait que reprendre à son compte un éventail familier d'activités culturelles et sociales. La presse quotidienne, la réunion publique, la salle de classe, la scène des théâtres, le cinéma, les panneaux d'affichage assuraient des fonctions comparables bien avant son apparition. Et s'il est vrai que la radio lui avait largement ouvert le chemin dès les années 1920, la télévision ne se contenta pas d'une simple recombinaison d'éléments préexistants. Comme le notait déjà Raymond Williams, l'un des apports les plus innovants de la télévision fut la télévision elle-même. Sa mobilité visuelle lui confère en effet une puissance sans pareille. Seule la télévision est capable d'illustrer immédiatement par des images sonores ce qui est en train d'être dit en voix off. Elle seule peut s'approcher du sujet, ou s'en éloigner, en temps réel ou différé, selon les besoins. Alors que le cinéma n'avait que les actualités, bref résumé sélectif et toujours retardataire, la télévision dispose pour rendre compte du réel, de ressources considérables, interviews, talk-shows, reportages, documentaires et d'une efficacité inégalée. La télévision permet des hybridations comme aucun autre grand moyen de communication. Information et distraction, le fameux infotainment, variété et théâtre, réalité et fiction, les docudramas, compétitions sportives en direct ou en différé, jeux télévisés et éducatifs, sans parler d'inventions plus récentes comme la télé-réalité. Ce qui compte par-dessus tout, c'est la magie de la télévision, le simple fait de son existence, ce flux ininterrompu et universel d'images et de sons, dont nous pouvons jouir en tout lieu, sans effort et sans risque. Cette magie renoue de manière fondamentale et permanente avec celle du cinéma, telle que l'évoquait Siegfried Kracauer, 1889 à 1966, dans sa préface à la première édition de son livre Theory of Film, The Redemption of Physical Reality, 1960. Kracauer se rappelait l'impression produite sur le petit garçon qu'il était par la vision de son premier film, un court-métrage muet du genre de ceux qui émerveillaient le public dans les toutes premières années du cinéma. Ce qui m'avait bouleversé n'était rien d'autre qu'une rue de banlieue ordinaire, mais transfigurée par les ombres et les lumières.
Il y avait des arbres, et au premier plan une flaque d'eau où l'on devinait les reflets de façades invisibles et d'un bout de ciel. C'est alors qu'une brise déplaça les ombres, et que les façades et le ciel d'en bas se mirent à bouger. Le monde d'en haut vacillant dans la flaque, cette image ne m'a jamais quitté. Ce reflet tremblant de la réalité, la télévision nous l'offre en continu. Nous nous intéresserons ici à un aspect particulier de l'offre télévisuelle américaine, un phénomène dont on peut situer l'origine au début des années 1980, et qui commença par un renouvellement notable d'un genre éprouvé, le feuilleton. À l'origine, il y avait eu les soap-opéras, feuilletons radiophoniques ainsi nommés car ils étaient souvent financés par des fabricants de savon qui profitaient de l'intérêt généré par les intrigues pour vanter leurs produits. Les soap-opéras traitaient de la vie quotidienne d'une famille américaine, saisie dans des épisodes d'une quinzaine de minutes, en exploitant les ressources du sentimentalisme et du mélodrame. La télévision naissante reprit cette tradition dans les années 1950 avec des épisodes plus longs, 30 minutes. Parallèlement, on assista à l'installation d'un genre nouveau, la sitcom, situation comédie. Comme son nom l'indique, ces programmes réguliers partaient d'une situation donnée et d'un petit nombre de personnages. Les épisodes étaient souvent tournés en présence d'un public qui réagissait aux gags ou aux plaisanteries. L'exemple le plus brillant fut I Love Lucy, CBS, 1951-1957. La plupart des feuilletons, mélodramatiques ou comiques, étaient diffusés pendant la journée, tandis que les dramatiques de soirée mirent un peu plus de temps à s'imposer. On considère généralement que la première série au sens où l'on entend ce vocable aujourd'hui, fut Peyton Place, ABC, 1964-1969, version aseptisée du best-seller de Grace Metalius, 1956, qui lui-même avait fait l'objet d'une adaptation hollywoodienne en 1957 réalisée par Mark Robson avec Lana Turner dans le rôle principal. À la télévision, la dénonciation de l'hypocrisie dans une petite ville faussement idyllique de Nouvelle-Angleterre perdait l'essentiel de son mordant. Peu à peu, les séries imposèrent un format, diffusion régulière, constance des personnages, situation familière, 2 ou 3 fils narratifs par épisode, respect des convenances. De manière moins perceptible, on pouvait pourtant relever des évolutions lentes, intrigues plus complexes, personnages moins stéréotypés, moyens de production plus conséquents. C'est au début des années 1980 que certaines fictions télévisées adoptèrent un ton nouveau, qui tranchait avec le niveau moyen de la production courante. C'est là que l'on peut dater le commencement du phénomène qui nous intéresse. La télévision de qualité, Quality Television, appellation rapidement adoptée par les observateurs et les critiques. À la télévision, la culture populaire prenait tout à coup une épaisseur et une dignité inédites. Les séries dont il sera question ici sont américaines, bien qu'il existe également, et depuis plusieurs décennies, des séries non états-uniennes intéressantes, diffusées par les chaînes françaises ou européennes les plus ambitieuses. Nous partons néanmoins de l'hypothèse qu'il existe un modèle américain dominant. Certes, nous ne nous interdirons pas, à des fins comparatives ou contrastives, certaines références à des œuvres produites ailleurs qu'aux États-Unis, mais l'essentiel de notre attention sera concentré sur les productions venues d'outre-Atlantique, en raison de leur popularité en France et dans le monde, attestée par une visibilité critique et médiatique sans précédent. En France, les quotidiens nationaux, de Libération au Figaro en passant par Le Parisien aujourd'hui en France ou les hebdomadaires de grande diffusion comme Paris Match, Le Nouvel Observateur, L'Express ou Le Point, publient systématiquement des éloges de telle ou telle nouvelle série bientôt accessible ou diffusée, la meilleure, la plus originale, la plus enlevée. Il en va de même pour les médias américains ou britanniques. Dans le New York Times comme dans Time Magazine, dans le Guardian comme dans le Times, mais aussi dans la New York Review of Books, organe officieux de l'intelligentsia universitaire américaine ou dans le New Yorker, prestigieux hebdomadaire littéraire et culturel, le monde des séries fait l'objet d'informations, de coups de projecteur et d'analyses systématiques, à l'égal du cinéma, et peut-être même davantage. On note d'ailleurs depuis plusieurs années une osmose grandissante entre le monde du cinéma et celui de la télévision, et on ne compte plus les acteurs, producteurs, réalisateurs ou chefs opérateurs de cinéma, qui acceptent désormais de travailler pour la télévision. Une frontière est définitivement tombée. Tandis que des stars du théâtre ou du cinéma n'hésitent plus à faire don de leur notoriété aux feuilletons télévisés,
Kevin Spacey et Robin Wright s'offrent le luxe de partager l'affiche de House of Cards. D'autres acteurs et actrices se font un nom grâce aux séries. Ainsi Dominic West, The Wire, The Affair, Timothy Olyphant, Deadwood, Justified, Molly Parker, Deadwood, House of Cards, Kim Dickens, Deadwood, Tremay, et beaucoup d'autres. La presse, comme c'est son rôle, a rapidement pris la mesure du phénomène. Le monde universitaire anglo-saxon a investi le domaine depuis au moins une vingtaine d'années, lorsqu'une branche des Television Studies s'est emparée de la télévision de qualité, comme nouvel objet d'étude. En France, c'est l'écrivain Martin Winkler qui fut l'un des premiers à relever l'intérêt des nouvelles séries américaines, véritable miroir de la vie selon lui, au même titre que le roman que Stendhal comparait à un miroir que l'on promène le long du chemin. Quant à l'université française, sans doute plus lente, peut-être plus circonspecte, elle s'est saisie du phénomène plus récemment, mais avec détermination et entrain. De nombreux colloques sont désormais consacrés aux séries tandis que des collections spécialisées s'installent dans le paysage éditorial. Les PUF, par exemple, accueillent depuis 2012 une collection réservée à des monographies savantes. Les premières étaient intitulées Desperate Housewives, un plaisir coupable, Les Experts, La police des morts, 6 Feet Under, Nos vies sans destin, Lost, Fiction vitale. L'autre maison aborde les séries d'une manière un peu différente, proposant des ouvrages collectifs alternant ou mêlant, selon les cas, rigueur universitaire et essayisme littéraire, comme par exemple les éditions Les Prairies ordinaires qui comptent à leur catalogue plusieurs ouvrages de ce type. Le critique de cinéma Emmanuel Burdeau, par exemple, réunit 6 textes sur Breaking Bad, tandis que l'universitaire Mathieu Pot-Bonneville dirige un ensemble d'études consacrées à Game of Thrones. Le signe le plus sûr de l'investissement de l'université est la multiplication des soutenances de thèse, comme si les séries étaient en train de remplacer le roman et la littérature en tant qu'objet de recherche. Aujourd'hui, un doctorant peut consacrer plusieurs années de sa vie à l'étude de la représentation de la famille dans les family sitcoms depuis les années 1950. Avant de préciser le projet qui m'occupe dans ce livre, il me faut formuler une remarque préalable qui m'est inspirée par mon expérience de professeur de civilisation américaine. Depuis quelques années, j'essayais d'élaborer avec mes étudiants de master une approche raisonnée des séries, et ce pour des raisons qui n'étaient pas toutes, je le reconnais, des plus pures. Si je m'intéressais depuis longtemps au rapport que peut entretenir la culture populaire avec la haute culture, je m'apercevais que la majorité des étudiants, il s'agissait d'étudiants spécialisés en études anglophones, n'accordaient qu'un intérêt modéré à ce qu'on pourrait appeler la philologie. Leur attention aux problèmes de langue, au transfert culturel, à la précision des vocables et des concepts était souvent assez flottante, et la lecture qui ne faisait plus guère partie de leur loisir était souvent considérée comme un travail plus ou moins pénible et rébarbatif. Ces jeunes gens, fort sympathiques et souvent alertes intellectuellement, étaient en revanche de grands consommateurs de séries, qu'ils regardaient sur toutes sortes de supports, l'appareil de télévision trônant au salon étant sans doute le moins fréquemment utilisé. Étant moi-même, et depuis fort longtemps, amateur de programmes télévisés, et sensible au progrès des fictions télévisées, je voyais là la possibilité d'un partage avec les étudiants, dont beaucoup étaient en réalité très en avance sur moi dans leur connaissance du paysage sériel contemporain. Pendant quelques années, j'ai donc proposé à ces étudiants, préalablement formés par un séminaire consacré à l'étude de la perception des rapports entre la haute culture et la culture populaire aux États-Unis, d'examiner d'une manière critique un choix restreint de séries, généralement ramenées à une saison ou même à quelques épisodes, à partir d'un point de vue extérieur. Chaque année, je demandais à ce groupe d'étudiants avancés de rédiger collectivement un bref ouvrage consacré à telle ou telle série, à telle ou telle problématique, choix que nous effectuions ensemble. En 2013 par exemple, notre séminaire avait produit une brochure intitulée Plaisir coupable, 2 séries à succès de l'année 2012, Glee et Homeland. L'année suivante, en 2014, nous nous étions concentrés sur 3 séries très connues dans les maîtres de la manipulation. Vers une redéfinition de la normalité télévisuelle dans Dexter, Game of Thrones et House of Cards. On voit dans ces titres que la démarche procédait en partie d'une sorte d'auto-analyse des effets des séries sur nous, les spectateurs, et de la tentative de caractériser les rapports entre les techniques narratives et les thématiques et notre expérience directe de la chose,
entre le plaisir coupable que on ressent à suivre parfois de manière presque compulsive, telle ou telle série dans la succession des épisodes et les effets de manipulation, du public que nous sommes. Il y a tout le champ narratif et thématique, la langue, les situations, les références. Ces projets, toujours intéressants à mener, n'ont pas épuisé le sujet, loin de là. Car si j'avais pour principe de ne jamais forcer mes étudiants à reproduire ce que je leur disais, si je cherchais toujours à leur faire découvrir et mettre en forme leurs propres analyses et conclusions, je dois reconnaître que j'étais parfois déçu par les résultats, trop factuels ou descriptifs à mon goût. C'est alors que j'ai compris quelque chose de très simple, ce fameux point de vue extérieur que j'espérais d'eux n'existait pas. Ces séries formaient leur culture narrative, elles occupaient presque tout le terrain, elles étaient leur point de vue. Il y avait donc un malentendu. Ce qui pour moi ne constituait qu'une forme de récit ou un reflet parmi d'autres était au cœur de leur appréhension du monde de la fiction, ou même du monde tout court. Par le présent travail, j'essaie de répondre à une interrogation compliquée sur la nature, le statut, l'impact et la valeur esthétique de cette forme culturelle spécifique et quasi universelle que constituent aujourd'hui les séries télévisées. Si je reste conscient des dangers que présentent ce qu'Adorno et Horkheimer nommaient « l'industrie culturelle », je suis convaincu que la culture populaire de masse ne mérite pas le rejet qu'elle suscitait encore largement au milieu du siècle dernier. Ma démarche reste proche de celle d'un Robert Warshaw, critique culturel prématurément disparu en 1955, au moment même où il se préparait à se lancer dans une aventure intellectuelle que personne n'avait tentée avant lui, analyser la culture populaire. Il s'agissait pour lui du cinéma hollywoodien sous l'angle spécifique de l'effet qu'elle produit sur nous et à partir de l'expérience immédiate que nous en avons. C'est d'ailleurs sous ce titre, The Immediate Experience, qu'il soumit à la Fondation Guggenheim un projet de livre. De ce projet interrompu par la mort, il ne nous reste que quelques pages, dont voici l'argument central. Culturellement, nous sommes tous des self-made men, car nous nous formons par les choix particuliers que nous effectuons parmi la multitude confuse des sollicitations qui se présentent à nous. Lorsque nous décidons de répondre à Proust plutôt qu'à Mickey Spillane, à Laurence Olivier dans Oedipe plutôt qu'à Sterling Hayden dans Quand la ville dort, il ne s'agit pas uniquement du plaisir que nous prenons à nous cultiver. Car lorsque nous avons fait le bon choix, ni Mickey Spillane ni Sterling Hayden ne s'évanouissent pour autant. Nous avons manifestement un grand besoin d'une critique de la culture populaire qui soit capable de prendre en compte son aspect pénétrant et troublant, sans mauvaise conscience, mais sans oublier les ambitions supérieures de la haute culture. C'est donc instruit par un malentendu pédagogique, et animé d'une curiosité déjà ancienne que j'aborde la mise au point qui m'occupe ici. Si je traite à mon tour des séries américaines, sujet à la mode, que j'ai d'ailleurs effleuré dans quelques publications ou interventions antérieures, c'est avec l'ambition d'y voir un peu plus clair, globalement. Mon point de vue est celui d'un historien de la culture sensible aux spécificités de la vie culturelle et sociale des États-Unis. Comme tout historien, je veux essayer d'identifier les origines d'un phénomène qui constitue aujourd'hui un élément habituel du paysage. Aristote ne disait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.